Aujourd'hui, nous continuons l'étude de la Première Guerre mondiale avec le chapitre 2, les sociétés en guerre, des civils acteurs de la guerre. Les sociétés civiles partagent l'effort de guerre, les souffrances et les expériences d'un quotidien transformé. Tous les civils, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas militaires, se mobilisent et sont mobilisés, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur profession. La Première Guerre mondiale touche les civils à un niveau inédit. Aussi, comment les sociétés civiles sont-elles impliquées dans la Grande Guerre? Pour répondre à cette question, nous étudierons deux parties. Tout d'abord, les civils acteurs dans la guerre, puis les civils victimes de la guerre. Les civils représentent 80% de la population des pays en guerre. Ils sont soumis à une intense propagande. L'État diffuse un fort sentiment patriotique et une culture de guerre en France et en Allemagne déjà depuis 1870. Les civils des colonies ou des pays alliés participent également à la mobilisation économique. Des centaines de milliers sont réquisitionnés pour remplacer la main-d'œuvre. L'effort de guerre appelle à une mobilisation des consciences. De nombreux scientifiques, comme Marie Curie, engagent leurs recherches afin de servir les intérêts de leur pays. La presse est également très impliquée, se faisant le relais d'informations officielles ou détournant la censure. Des journaux satiriques comme Le Canard enchaîné ou La Baïonnette apparaissent. Les femmes remplacent la très importante main-d'œuvre masculine des campagnes parties au combat, mais répondent aussi aux besoins de l'industrie métallurgique, chimique ou militaire. Leur part dans la main-d'œuvre ouvrière augmente de 20% environ. Le travail domestique est valorisé car indispensable au maintien de la stabilité des familles et au calme social à l'arrière, ce dont témoignent les allocations journalières. Les enfants aident également, au champ ou à la maison. Ils sont par ailleurs les cibles privilégiées d'une intense propagande patriotique, que ce soit à l'école, dans leurs jeux, leurs jouets ou la littérature enfantine. Les correspondances familiales sont nombreuses et la censure ne peut toutes les contrôler. Ces lettres assurent la communication entre l'arrière et le front et maintiennent les liens intimes. Les populations civiles mettent en œuvre de multiples solidarités. De nombreuses femmes s'engagent comme infirmières. Les associations caritatives fonctionnent grâce au soutien financier de riches donateurs, mais aussi grâce à l'engagement de bénévoles venus de différents milieux sociaux. Des associations de parrainage se créent pour les orphelins, des collectes sont organisées. Face à l'effort de guerre demandé aux populations dans cette guerre totale, celles-ci sont à la fois résignées et contraintes. On note toutefois aussi des contestations, la dénonciation de ces cultures de guerre, la valorisation du pacifisme. Des œuvres d'artistes reflètent ce désarroi et l'effroi devant la guerre. Le quotidien est marqué par les difficultés. Les populations civiles souffrent de la dégradation des conditions de vie pendant la guerre. Privations, rationnements sont quotidiens. En Allemagne, le blocus naval organisé par la France et le Royaume-Uni affame la population. Le remplacement de certains produits par des ersatz ne suffit pas. À partir de 1917, les émeutes ou grèves se multiplient à l'arrière comme un écho aux mutineries du front. S'ajoute au quotidien l'inquiétude, le chagrin et le deuil que les familles subissent. Près des lignes de front, les civils subissent aussi les bombardements et l'invasion. Les déplacements sont contrôlés, le couvre-feu d'usage. La souffrance est intime et collective. Les déplacements de population pendant la guerre atteignent une ampleur sans précédent. Il s'agit pour les civils d'évacuation ou d'exode. Ainsi, lorsque le front se rapproche en 1918 en Picardie, 200 000 personnes sont évacuées. Mais il y a également des déportations. 10 000 civils français, 13 000 Belges sont déportés dans des camps de travail ou au front pour enterrer les morts et rénover les tranchées. En 1916, la déportation de jeunes femmes de Roubaix, Tourcoing et Lille dans des camps où elles sont contraintes aux travaux agricoles et à des examens gynécologiques choque l'opinion internationale. Quant aux rapatriés qui ont fui leur région dévastée, ils concernent de nombreuses nationalités, belges, français, serbes. Les associations philanthropiques accompagnent la prise en charge par l'État des réfugiés. Le conflit se caractérise par une violence de guerre d'un genre nouveau, au front comme à l'arrière. Les populations civiles deviennent des cibles pour les belligérants, alors que les conventions internationales les protègent. Entre août et octobre 1914, l'armée allemande envahit des territoires où les civils sont victimes d'une politique de terreur et d'assujettissement. Politique d'extermination systématique menée par les autorités ottomanes contre les Arméniens est l'expression extrême de cette violence de masse. Il s'agit d'un génocide qui fait 1,5 million de victimes. Des Arméniens sont assassinés dans leur village ou meurent en déportation de faim ou d'épuisement. Les survivants sont regroupés dans des camps en Syrie, puis massacrés. Face à la violence et à l'intensité de cette guerre, les États ont mis en place une économie et une culture de guerre qui ont fortement impacté les populations civiles, qui ont subi de très fortes violences face à l'occupation ou bien par le massacre de minorités. La Première Guerre mondiale est un laboratoire de l'implication et des violences faites aux populations civiles qui vont caractériser la Deuxième Guerre mondiale.